On va parler d'une notion maintenant avec la lettre I qui finalement a été un petit peu sous-jacente depuis le début. C'est la question de l'inné. Et la question de l'inné, elle est toujours très glissante quand on parle des enfants parce que l'inné donne lieu à de nombreux mythes et à une sorte de mythification de l'enfance, à beaucoup de fantasmes sur qu'est-ce qui est inné chez l'enfant. Alors, est-ce que tu penses que les enfants ont une capacité innée à philosopher? Est-ce qu'ils ont une affinité naturelle avec la philosophie? Ou alors est-ce qu'il y a certaines capacités et certaines compétences qu'ils possèdent déjà et d'autres pas? Répondre à cette question-là, ce serait répondre comme si on répondait à une question métaphysique, quoi. Hein. Comme c'est très bien que la question de l'inné et de l'acquis, c'est des discussions absolument sans fin entre philosophes, complètement court-circuitées aujourd'hui par les sciences humaines et sociales, qui voient les choses, disons, tout à fait différemment. Je prendrais le problème autrement. Je dirais, moi, ce que je postule, c'est l'éducabilité philosophique des enfants. C'est très intéressant ce postulat, parce qu'un postulat, c'est quelque chose qu'on n'a pas démontré. Donc je répondrai à la question, finalement, je ne sais pas. Disons, si c'est inné, si c'est acquis, etc. Donc, bon. Par contre, ce que je sais, ça c'est l'effet Pygmalion, c'est que si je postule l'éducabilité philosophique des enfants, ce postulat a des effets, disons, dans la réalité. C'est-à-dire que je vais faire toute en œuvre, je vais mettre tout en œuvre, moi, pour que s'il y a cette potentialité, elle puisse s'actualiser. Donc je vais commencer par trouver un lieu d'expression de leurs questions. Je vais prendre au sérieux, disons, leurs questions, et telles qu'ils les formulent. Je vais travailler après donc, sur les questions. Et là, je vais voir l'effet que ça a de postuler l'éducabilité philosophique des enfants. D'accord, donc au lieu de postuler la capacité innée à philosopher, tu choisis de postuler le fait que si on présume leur capacité à philosopher, ils seront capables de philosopher. Ça a des conséquences. Peu importe s'il y a une capacité innée au départ. Ce qui est intéressant, c'est que précisément ce postulat, on peut en vérifier l'efficacité. En sciences humaines et sociales, on appelle ça l'effet Pygmalion. Quoi. Oui, tout à fait. L'effet Pygmalion, c'est donc de dire tu en es capable, enfin tu as le pouvoir d'eux, et du coup le pouvoir surgit chez l'enfant. Et les gens qui ne croient pas que les enfants soient capables de philosopher, ils trouvent que les enfants ne disent que des bêtises, que des préjugés, alors que dès que les adultes croient que les enfants sont capables, eh bien, ils s'aperçoivent que les enfants sortent des perles, ils sont étonnés de ce que les enfants peuvent même sortir, etc., etc. Ce qui montre bien qu'avec les deux postures, je dirais, disons, différentes, on obtient des effets sur les compétences, disons, réelles, radicalement différentes, voire opposées. Ce qui donne d'ailleurs, je trouve, une importance cruciale à la parole de l'adulte, de l'animateur de l'atelier philosophique, parce qu'il y a un acte de langage, il y a aussi un acte performatif. Si l'adulte déclare aux enfants « vous êtes capable de penser, vous pouvez avoir des belles idées, vous êtes porteur d'idées sur la vie », il faut le déclarer et c'est cette déclaration qui va avoir un effet sur eux. Et donc là, il y a vraiment, j'ai l'impression, des énoncés, des discours qui doivent être vraiment établis. Et là, on est dans l'amitié philosophique parce qu'on leur permet, on réunit les conditions qui leur permettent de donner le meilleur de leur pensée. Et est-ce que vous pensez que justement, parmi ces déclarations qui sont importantes à expliciter auprès des enfants, est-ce qu'il faut livrer la déclaration socratique, l'ironie socratique de dire la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Est-ce qu'il faut faire comme si auprès des enfants, on n'avait aucune réponse et que c'était uniquement eux qui allaient trouver les réponses? Moi j'ai une posture, mais c'est une posture méthodologique, c'est-à-dire je ne dis jamais mon point de vue. C'est-à-dire le philosophe apparaît suffisamment à beaucoup de gens comme quelqu'un, disons, d'expert, c'est-à-dire Lacan dirait comme le sujet supposé savoir, que moi je suis beaucoup plus sur la position de Jacques Rancière, la position du maître Iliora. Moi, quand j'anime un atelier philo, mais c'est la même chose pour un café philo, je suis le sujet supposé non savoir. Et c'est parce que je suis le sujet supposé non savoir que j'alimente le désir de penser. Parce que si les enfants sont dans le désir de bonnes réponses, disons, du maître, ils ne sont pas, à ce moment-là, disons, dans leur propre pensée. Oui, tout à fait. Oui. Ils vont chercher à faire plaisir au maître, sachant, et pas rechercher leur idée authentique. Et d'ailleurs, en parlant de Jacques Rancière et du maître ignorant, ce qu'on dit sur le postulat d'éducabilité philosophique rejoint sa notion de présomption d'égalité d'intelligence. Tout à fait. Et on voit bien que pour lui aussi, il y a l'idée qu'il faut présumer que tous les enfants ont une intelligence égale afin de le rendre possible. Et il faut faire ce pari-là, quand bien même finalement on se trompe quelque part. Tout
à fait. Il y a un pari à prendre, il y a une chance à saisir. C'est comme par exemple quand on dit, mais de toute façon les enfants ne peuvent pas réfléchir puisqu'ils ont un langage qui est rudimentaire et on ne peut vraiment réfléchir qu'avec un langage qui est sophistiqué. Mais ça voudrait dire qu'à ce moment-là, tous les élèves qui sont en échec scolaire, ou tous les élèves qui ont un minimum de difficultés cognitives ne pourraient pas à ce moment-là, disons, penser. C'est d'emblée écarter, disons, de l'humanité des tas de gens qui ont des capacités pour le faire. C'est-à-dire que dès qu'on a un certain langage, parce que sans langage, il me semble que ce n'est pas possible, mais dès qu'on commence à avoir, disons, par exemple les structures, disons, de la langue, parce que la langue, elle a un certain nombre, disons, de catégories, et ces catégories, elles informent le monde, elles donnent une forme, disons, quelque part au monde. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la langue pour penser. Mais dès que les enfants ont précisément, disons, ce langage, et en particulier une langue naturelle, la langue qu'ils parlent, disons, naturellement, ils ont une capacité de mettre des mots et des structures de phrases, donc des structures de pensée, sur leur propre expérience. Donc en fait, il faut deux choses, le langage et une expérience. Les enfants ont tous une expérience, et tous ceux qui ont un minimum, disons, de langage peuvent appliquer finalement le langage à leur expérience. Et appliquer le langage à l'expérience, c'est ce qu'on appelle une vision du monde, c'est-à-dire c'est essayer de totaliser finalement son expérience. Et alors ce qui est intéressant dans la discussion à visée philosophique, c'est qu'on va, comme dit Kant, élargir, disons, son expérience. Parce que toute expérience humaine, c'est une expérience subjective, c'est une expérience contingente, c'est une expérience particulière. Mon expérience, elle est toute petite, c'est une expérience de quelqu'un qui vit à ce moment-là, à cet endroit-là, qui a fait finalement, disons, très très peu d'expérience, disons, dans sa vie. Et précisément, se confronter à l'expérience des autres et à la réflexion que les autres ont, des expériences qu'ils font, ça c'est élargir son expérience. Et ce qui fait que progressivement, plus on va être à l'écoute de l'expérience des autres et plus on va essayer quelque part de totaliser, de théoriser l'ensemble de l'expérience humaine, plus on sera à la place du tout autre, comme dit Kant, c'est-à-dire parler comme tout autre, c'est-à-dire parler comme tout être humain qui aurait totalisé finalement la totalité de l'expérience humaine. Et finalement, là, il y a un autre postule, on postule le fait que les enfants sont capables de se nourrir des expériences des autres, de se nourrir des idées des autres et de les accueillir pour élargir leur pensée propre. C'est-à-dire, dès qu'on a compris que l'autre, dans sa différence et à cause de sa différence, est quelqu'un qui m'enrichit au lieu de me menacer par ses objections et au lieu d'agresser ma personne, on a franchi un cap qui est le cap finalement de l'éthique communicationnelle, c'est-à-dire que regarder ensemble dans la même direction, je veux dire, s'enrichir de nos différences. En même temps, c'est une expérience interculturelle profonde. Enfin, la culture, elle va jusqu'à l'individu, elle dépasse finalement, disons, les groupes. Chacun a une vision du monde, chacun est un monde culturel à soi. Et dès qu'on se confronte à l'altérité, et surtout, comme dans la discussion, cette altérité est plurielle, c'est-à-dire il y a une multiplicité, disons, d'autrui auxquels je suis confronté, je peux considérablement augmenter finalement, disons, mon expérience humaine. Donc il y a une présomption d'intelligence partagée, mais chacun a par contre son point de vue individuel et sa façon de voir le monde. Alors ça se voit au dialogisme. Le dialogisme, c'est un concept d'un linguiste, Bakhtin, qui dit que finalement, le dialogisme, c'est quand il y a trace dans mon discours du discours des autres. Quand quelqu'un commence à dire « oui, je ne suis pas d'accord avec toi parce que tu as dit, mais par contre, lui, il a dit ceci, et moi, je suis d'accord avec, bon, etc. » Et alors là, ce qui est très intéressant, c'est que mon discours devient intertextuel. C'est-à-dire il est plein du discours des autres. Et c'est ce qui va donner lieu à une espèce d'épaississement de ma pensée. C'est-à-dire il y a de plus en plus dans ma pensée, disons, de l'altérité. Et plus il y a d'altérité dans ma pensée, plus je deviens un autre pour moi-même, avec lequel, la philosophie, disait Platon, c'est le dialogue de l'âme avec elle-même. Et je dialogue d'autant plus, disons, avec moi-même, que j'arrive finalement, disons, à dialoguer avec les autres. Parce qu'il y a une espèce de... Dans le dialogue avec les autres, j'introjecte, j'intériorise finalement, disons, la nécessité de l'altérité pour penser plus profondément.